Voilà, le zen, le zen, ce qu'on pratique là, c'est un enseignement qui s'est transmis de maître à disciple depuis 2500 ans. C'est-à-dire que ça s'est transmis, le maître, il a montré à son disciple, tu fais comme ci, comme ça, comme ça. Il y en a à apprendre, et il lui a enseigné pendant 15 ans, 20 ans. Et ensuite, le disciple a succédé au maître et il a recommencé à enseigner à ses disciples jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une transmission orale. C'est difficile à apprendre dans les livres. Et tous les maîtres qui se sont transmis, il y en a, jusqu'à moi, il y en a 84 successeurs ou quelque chose comme ça. Et ils ont dit l'essentiel de l'enseignement du Bouddha, parce que le Bouddha, il a parlé, il a fait des conférences, on a noté ces trucs, on a écrit des sutras, des trucs ça. L'essentiel de l'enseignement du Bouddha, c'est l'expérience de la posture de Bouddha, de la pratique du zazen. Alors zazen, c'est une expression japonaise. Za, ça veut dire s'asseoir, et zen, ça vient de dhyana. Et dhyana, c'est la posture du lotus, la posture du Bouddha. Alors quand on dit, tu sais ce que c'est un Bouddha, quand on voit un Bouddha, on sait tout de suite que c'est un Bouddha, parce que il a les jambes repliées en lotus, les mains comme ça. Bon, parfois il fait ça, ou des trucs avec ses mains, mais ça c'est du folklore. Justement, on va y venir. Donc l'important, c'est le zazen. C'est un secret, c'est un patrimoine mondial de ce qui nous reste d'humanité. Enfin, on est nombreux, mais effectivement, on est toujours confrontés dans nos vies, depuis toujours. Mes grands-parents, c'était pareil, mes parents, c'était pareil, moi, c'est pareil, mes enfants, ça sera pareil. On est confrontés à ce que les êtres humains, souvent, ne savent pas la direction à suivre, ils ne savent pas comment il faut penser, ils ne savent pas comment réagir. Ils n'ont pas un centre, comme une boussole pour savoir, bon, ben, le nord, c'est par là, alors hop, on y va. Et donc le zazen, c'est le plus important. C'est notre esprit éternel, en fait. C'est l'esprit éternel. On le retrouve, c'est-à-dire notre personnage social, notre être, je dirais, karmique, va se fondre complètement à notre dimension divine et éternelle. C'est ça le zazen. Hein. Et donc, ça fait simplement du bien, c'est comme une douche. Hein. Quand vous enlevez toutes les impuretés de votre corps, tout ça, vous vous sentez mieux, vous vous sentez frais. Bon, c'est un petit peu extérieur. On peut même se brosser avec une brosse. Ma grand-mère, elle prenait un gant de crin, et tout ça pour stimuler la peau et enlever les cellules mortes, etc. Donc le zazen, c'est presque une hygiène de vie. Alors, je vous ai dit, c'est le plus important. La marche aussi, c'est très important, ça fait partie de la cérémonie du zazen. Vous pouvez continuer à méditer en marchant, ce qui vous dit que dans la vie quotidienne, vous pouvez retrouver cet état d'esprit très rapidement. Je le fais jamais, mais je pourrais le faire. C'est-à-dire, si vous vous énervez ou machin truc, hop, vous pouvez vous mettre comme ça, expirer un peu. Et instantanément, vous pouvez rentrer dans le calme. Ouais, j'oublie même votre présence. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de ça. Inconsciemment, vous êtes comme ça. D'ailleurs, quand on met les mains comme ça, ça veut dire la connexion entre sa divinité et soi-même, enfin entre notre Dieu et nous. On en est un prolongement. Bref. Et nous, on a gardé, on fait, une fois que le zazen est fini, on fait une cérémonie. Là, j'en fais en général le samedi, je le fais. J'en fais pas tous les jours. Hein. Le matin, on chante juste un sutra. Et donc, je voudrais vous parler de cette cérémonie, vous expliquer. D'abord,
cette statue de Bouddha, on ne croit pas que ce truc-là c'est un fétiche ou que c'est un porte-bonheur ou quoi que ce soit, mais c'est une marque de respect, ou si vous voulez, c'est comme les pancartes, quand on fait de la promenade en montagne, il y a des pancartes, tel endroit, 10 km, tel endroit. Bon, c'est un repère, c'est un point de repère. Ça, c'est un Bodhisattva Manjusri qui représente l'éducation du dojo, dans le dojo. Dans sa main droite, il a une épée, c'est-à-dire, c'est trancher le doute, trancher les doutes, et de la main gauche, il a une fleur de lotus, c'est la compassion et la douceur et l'amour. Donc il a les deux, il a la force et le tranchant, et il a l'amour. Donc ça représente l'enseignement dans le dojo. On nous a offert cette statue très ancienne, mais on ne va pas se prosterner devant la statue. Nous, la cérémonie, on fait comme ça. Donc, moi je salue comme ça. J'y vais, je fais brûler un peu de parfum. Je salue tout ce que je veux saluer. Ensuite, je vais là. J'en reviens là. Vous voyez, il y a certaines choses qui sont similaires dans beaucoup de religions, c'est ça, parce que c'est très puissant, les deux mains qui sont l'une contre l'autre. Et cette prosternation, il y a beaucoup de religions qui le pratiquent, et c'est très important. On est tous, nos pieds vont tous en direction du centre de la Terre. On est autour d'une Terre, et au centre de la Terre, mes pieds ils vont au centre de la Terre, vos pieds vont au centre de la Terre, tous les pieds des êtres humains vont au même point qui est au centre de la Terre. Par contre, la tête, chaque tête de chacun de nous va à un point dans un endroit différent. Il n'y en a aucun qui a sans ça, il faudrait qu'il se mette sur mes épaules à la limite. Mais chacun a une direction qui lui est propre avec sa tête. Et une racine qui est commune avec ses pieds. C'est très intéressant. Et donc, avec la tête, on a tendance à devenir un peu fou. On est tout seul, on n'est pas forcément d'accord avec les autres, on n'écoute pas les autres, on va avoir raison, on se bute, enfin il se passe des tas de trucs, on pense, on a des désirs, on a de la violence, on a tout dans la tête. Donc, mon maître il disait, si tous les présidents de la République, ils faisaient ça, sans penser, il n'y a pas besoin de penser. Comme ça. Et là, on pointe la tête vers la racine commune. On ramène sa tête en bas pour ne pas devenir fou. On demande conseil à notre origine. C'est ça la prosternation, quand on comprend ce que c'est. Moi, j'embrasse ma terre, je sens son centre, je la remercie, celle qui, toute la vie qu'on connaît, ça vient de là. Donc ça fait du bien, mais même énergétiquement, dans le zen, on n'a pas besoin de philosopher. L'énergie elle-même, elle est là. Quand on met sa tête par terre, ça fait du bien. Ça guérit, ça nous lave. Donc voilà. Parce que les gens ils disent, mais ouais, vous prosternez pour qui c'est que vous priez, on prie ce qu'on veut. Vous priez ce que vous voulez ou rien du tout. Mais les faits sont là, les prosternations c'est un truc très efficace. En un quart de seconde. Et alors un autre point important,
quand on fait les prosternations, on oublie soi-même. On se dépouille du corps et de l'esprit. Voilà, on se dépouille. Pendant un quart de seconde, on s'oublie. C'est vraiment très efficace. C'est comme l'acupuncture ou un massage ou un truc. Et en plus de ça, la Terre, vous pouvez lui demander ce que vous voulez, elle vous le donnera. Voilà. Alors, donc on pratique ça. Moi, je l'interprète comme ça. J'ai jamais eu de problème avec les cérémonies. Mon maître, il nous a jamais demandé de faire des cérémonies. Mais il a dit un jour, tiens, je vais vous montrer comment on fait les cérémonies, comme je fais maintenant. Je vais vous montrer comment on fait au Japon. Et alors tout le monde, moi aussi je vais essayer, je vais le faire aussi. Donc il nous a laissé le faire. Au début on était en maillot de bain, on était en relax, puis petit à petit on a apprécié d'avoir des robes plus amples, plus confortables. Donc il n'a jamais imposé rien, mais le fait de voir comment il le vivait, ça nous donnait envie de le faire. Alors non, je veux le faire. Bon, donc les cérémonies, c'est ça, pour que vous compreniez l'état d'esprit. Si vous venez et qu'on fait une cérémonie, et en plus c'est efficace. Souvent il y a des gens qui nous demandent pour guérir, des gens qui sont malades, ils nous disent il y a mon père, ma mère, donc on fait une cérémonie pour ces personnes et en général c'est extrêmement efficace. On fait rien. Ça se fait tout seul. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, un mondo. Le Kyosaku, Kyosaku c'est spécifique au zen. Donc c'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Dans le dojo traditionnel japonais, il y a toujours une ou deux personnes qui marchent. Quand vous faites zazen, là, vous êtes en train de faire zazen, une ou deux personnes qui marchent comme en kinin derrière vous. Et alors, dès que vous bougez, dès que vous clignez les yeux ou que vous bougez, bam, ils tapent dessus. Alors les gars, ils sont là. Alors, mon maître était très fort, il était 5e dan de kendo et de judo, etc. Et quand il donnait le Kyosaku, ça nous... Mais bon, ça fait pas mal. Mais ça fait une sorte de massage, parce que là, il y a des points d'acupuncture, il y a un croisement de points d'acupuncture très conséquent. Et donc, on a besoin de se masser. Alors après, il a dit, non, mais... moi, au Japon, ils le donnent d'office. Et en plus, ils savent pas le donner. Des fois, ils tapent sur l'omoplate ou tout ça. Mais moi, c'est vous qui le demandez. Si vous le voulez, vous avez besoin d'un massage. Vous levez les mains en gacho. Et donc, moi, je vous le donnerai. Et alors voilà, donc on tourne bien la tête. Vous voyez, le trapèze, là. Voilà. Donc, ceux qui veulent le demander, ils mettent bien pendant le zazen, hein, quand vous êtes en zazen, vous voyez que le Kyosaku se lève, et donc ceux qui ont envie de le recevoir, ils lèvent les mains comme ça, et puis, en même temps, c'est aussi abandonner un peu son ego, de dire, moi, allez, j'y vais, paf. Puis après, on respire bien, ça dégage tout ça, ça fait du bien. Voilà, donc ça c'est le Kyosaku. Si vous venez, vous ne serez pas étonné si vous entendez boum boum. J'en ai vu qui entendaient boum boum, ils se levaient, ils disaient non, mais moi je m'en vais, je veux pas qu'on me tape dessus, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est seulement si vous le demandez, et gentiment en plus, qu'on vous le donnera. Voilà, alors écoutez, si vous voulez, je crois que j'ai parlé de tout, plus ou moins de tout ce qui se passe dans un dojo. Si vous voulez me poser une question,
Moi, j'adore le zazen. J'ai 65 ans et je suis très accro au zazen. Et je dois dire que ça me permet, c'est un truc qui m'équilibre. Si j'avais pas ça, je serais complètement fou, je crois. Ça me permet ça me donne de la force. Voilà. Alors ceux qui veulent poser une question, vous levez la main et puis vous me posez une question. Oui, mademoiselle. Parmi les maîtres de 1500 ans, est-ce qu'il y a des femmes? Il y a des femmes, mais pas dans la transmission. Il y avait des monastères de femmes, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en Chine et au Japon, il y avait peu de monastères mixtes. Mais il y en a quand même, puisqu'on entend des histoires. Il y a certaines histoires de relations entre les nonnes et des moines, etc. Elles sont assez rares, mais il y a dû y en avoir en Chine. Et oui, alors donc aujourd'hui dans ma sangha, il y a pas mal de maîtres femmes. Au Japon aussi, il y a des nonnes qui ont reçu la transmission. Ouais, tout à fait. Ouais, souvent les femmes sont plus costauds. Nous, moi dans ma sangha, il y en a 6 des maîtres femmes et 4 maîtres hommes. Alors, vous voyez, hein, la parité. C'est récent. C'est récent. Oui, c'est vrai. Dans la sangha, donc dans la sangha de mon maître, il y a eu beaucoup de. Lui, mon maître, directement, il n'a pas donné de certification, de transmission. Mais le maître de mon maître, il y avait une nonne, une femme. Et alors, une femme qui suivait un autre maître avant lui, elle suivait un autre maître, et quand elle a rencontré Kodo Sawaki, c'était donc le maître de mon maître, elle l'a trouvé tellement génial, elle a dit je veux suivre ce maître à tout prix. Et elle a été voir maître Kodo Sawaki, je veux devenir votre disciple. Il lui a dit mais non, vous avez déjà un maître, vous ne devez pas changer. Elle a dit si, je veux devenir votre disciple, Et finalement, elle s'est coupé le doigt. Elle lui a, comme ils font au Japon, hein, c'est charmant. Et elle lui a amené son doigt, elle a dit voilà, je veux devenir votre disciple, c'est sérieux. Alors elle a dit bon, d'accord. Puis alors après, à la mort de maître Kodo Sawaki, elle a écrit une lettre à mon maître en disant ouais, maintenant Kodo est mort, je veux devenir votre disciple et tout ça. Mon maître il disait c'est pas possible, elle va se couper un autre doigt et tout. Donc il y a beaucoup d'histoires de nonnes et bon, et c'est vrai que les femmes sont moins attirées, ça dépend lesquelles, mais beaucoup de femmes sont moins attirées par le pouvoir. Il y a beaucoup d'histoires de pouvoir entre plus entre les hommes. D'ailleurs, on vit dans un monde d'hommes et il y a toujours la guerre et il y en a marre. Et pourquoi ils n'écoutent pas un peu la sagesse féminine, mais la vraie sagesse féminine, pas les femmes qui imitent les hommes ou les femmes qui s'adaptent à un monde d'hommes, hein, les vraies femmes. C'est ça qu'on attend pour sauver la planète. Alors, d'autres questions? Oui, vous dites qu'on devient sereine et calme quand on fait zazen. Mais mon expérience est que je le fais maintenant pendant beaucoup de temps tout seul. J'essaie d'être dans mon coin. Et j'ai aussi vu que si je suis pas le seul, à un certain moment, il arrive quand même une énorme remise en question de soi-même. Alors, il vient des problèmes. On peut basculer dans des pensées très négatives, en fait, du monde et tout ce qui se passe, dans la guerre et tout ça.
Ouais. Comment faut-il résoudre ça? On dit qu'il faut avoir un guide, mais... C'est vrai que mon maître, il conseillait de pratiquer en groupe, en tous les cas pendant un certain temps, avant d'avoir vraiment la maîtrise vraiment profonde de la pratique. Et moi, j'aime bien pratiquer seul, parce qu'il n'y a personne qui me dérange, on ne me demande rien, je peux rester aussi longtemps que je veux. Mais la pratique en commun et partagée, etc., c'est important. C'est important. Ainsi que moi, dans mon coin, je ne trouve pas. Vous êtes où? À côté du boulot. Ah ouais, en Espagne, il y a un groupe à Perpignan. Ah oui? Oui. C'est pas trop loin. Je vous donnerai l'adresse, hein, nous verrons. Ah non, ouais. Oui, on trouve toujours des gens, un ou deux, Ouais. même un ou deux, ou une ou deux personnes, et une fois de temps en temps, on pratique ensemble, c'est sympa. Alors j'ai un de mes disciples qui est génial, qui travaille dans l'informatique depuis longtemps, et lui il fait ça par internet, c'est-à-dire que tous les mecs ils allument leur ordinateur à 7h du matin, et puis ils se posent leur ordinateur ensemble et ils posent la zèle ensemble, avec la webcam, et puis alors des petits sons de cloche, je sais pas quoi, enfin, je trouve ça assez marrant. Et donc ils se relient, alors il y en a un il est en Suède, l'autre il est en Suisse, l'autre il est au sud de la France, et ils n'ont pas de dojo. Et donc ils se retrouvent le matin, ils chantent ensemble la Nyashingyo et tout ça, j'ai trouvé ça original. Mais effectivement, tout seul ça peut être un petit peu dur. Ouais. Ça devient, au départ, c'est pas difficile. Au départ, c'est compliqué, très bien, on a très envie. Ouais. Mais comme vous dites aussi, quand on est là-dedans, dans la méditation, tout va bien, en fait. Ouais. Ça a des conséquences pour après. Je veux dire, on réfléchit, on commence à voir différemment les choses autour de soi, de sa propre vie privée, mais aussi du monde en général et tout. Donc, ça travaille, ça ne s'arrête pas quand on a fini sa méditation. Ouais, ça, comme dirait Dogen, il dit c'est comme un coup de gong, la résonance continue encore. Ouais. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Alors est-ce que je me pose souvent la question, est-ce qu'il faut faire suivre une information? Moi je pense que parfois il faut faire suivre une information négative pour témoigner d'une injustice ou de quelque chose qui est vraiment moche et qu'il faut qu'on réagisse. Mais sans ça, effectivement, il faut avoir l'esprit positif et savoir qu'il y a beaucoup de choses positives qui prennent naissance dans notre société et qu'il n'y a pas que du mauvais non plus, mais il y a quand même un très très fort désir populaire d'un changement de système. Voilà, et tout le monde le veut. Tout le monde le veut. Je pense qu'il y a une grande majorité il y a une grande majorité qui veulent un changement de système et qui ne croient plus en système. Seulement ceux qui manipulent le monde avec ce système, ils ne veulent pas laisser leur place, ni leur fric, ni tout ça. Et donc il faut les foutre en tôle. Ils ont fait ça en Islande. Enfin, voilà, bon, c'est un petit pays, mais ces gens-là, il y a des lois, il y a des constitutions, il y a des lois qui sont violées sans arrêt. Même le droit de l'ONU, les guerres en Irak, c'était des guerres illégales. Donc, enfin, c'est difficile, mais nous, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire vivre cette terre, ils veulent faire vivre leurs enfants, leurs petits-enfants, ils veulent vivre et profiter de ce paradis. Parce que la terre, c'est merveilleux, cette planète. Mais le Bouddha commence à dire, donc j'ai lu, moi j'ai fait Ouais. dans mon coin, que justement on vient dans la méditation parce qu'au départ on se réalise que la vie c'est souffrance. Oui, c'est ça. Lui, il avait... Bouddha, c'était le type qui avait tout ce qu'on peut vouloir. C'est-à-dire, il était prince, il avait très riche, respecté, il avait un château, tout le monde l'aimait, il était beau, en bonne santé, des parents intelligents, etc.
il avait un harem, il avait tout le plaisir qu'il pouvait vouloir, il était riche, il avait une femme, des enfants, et puis un jour, il est sorti de son palais, et tout d'un coup, il a vu la misère, il a vu des gens souffrir, et là, ça l'a choqué, quoi. Et il a compris qu'il était impliqué aussi là-dedans, et que lui aussi pouvait tomber malade, que lui aussi allait mourir, et qu'il fallait guérir ce truc-là. Donc il a fait son chemin. Il a fait son chemin. Moi, je le vois pas. Je sais même pas si c'est positif, le zen. Mais je pense pas que ça puisse être négatif. On peut pas savoir le résultat. Mais bon, ça a un résultat, c'est que ça purifie vraiment, vraiment très fort, quoi. Vraiment, ça permet, même quand on est déséquilibré, parce qu'on se déséquilibre pour tout, n'importe quoi, on se déséquilibre. Une peine, une injustice, un accident, la pression au travail, ou la pression familiale, ou la maladie, on se déséquilibre, et le zazen permet de se rééquilibrer, de se recentrer, d'être en intimité avec ce qui est important, avec l'amour, etc. C'est quand même génial. Mais une fois que c'est fini, on a vite fait de retomber dans le même truc. Mais bon, quand même, c'est la différence. C'est ce qui fait que l'homme n'est pas seulement un animal, quoi. Il n'est pas seulement un animal. C'est pas seulement gagner à manger, avoir une famille, préserver sa famille, se battre, défendre, faire la compétition, etc. Avoir des conquêtes sexuelles ou des trucs comme ça. C'est pas seulement ça, sa vie. Il y a une vie où on est relié, directement, rien qu'en respirant. Rien qu'en respirant. Et où on a un pouvoir énorme aussi de prière. Un pouvoir de prière. Le zazen, c'est utile aux autres. Et il y a quelqu'un qui disait, les moines, vous devez pratiquer tous les jours pour maintenir le monde. Pour maintenir le monde. Donc je pense que il y a une partie pour soi, mais il y a une partie aussi pour les autres. D'autres questions? Pourquoi c'est important le concept de la gauche dans la gent? Parfois, quand on entre dans le dojo, il avait entré avec le pied gauche. Ah, le pied gauche, ouais. La main gauche sur la main droite. Oui. Je sais pas pourquoi on rentre du pied gauche, il y a deux pieds, donc il y a 50% de chance pour qu'on rentre en un. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on choisit un pied. Donc, ils disent, bon, on va choisir un pied, gauche en rentrant, et droit en sortant, pour les débutants. Et gauche en rentrant, moi, le pied gauche, c'est la prudence, c'est la délicatesse, c'est l'éveil aux autres, regarder ce qui se passe. Et le pied droit, c'est, bon, maintenant j'ai fait ma méditation, bam, j'y vais. Je vais dans la vie. Voilà, je peux vous l'interpréter comme ça. Le zazen, c'est une méditation. Pourquoi ça s'appelle le zazen? Il y a plusieurs types de méditation, il y a plusieurs... Oui, méditation, ça vient du latin itare en medio, revenir au centre. Et tout le monde sait maintenant, alors tout le monde sait maintenant que l'univers est infini, c'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais le Big Bang, c'est-à-dire le début de l'univers, il n'y en a pas. Parce que c'est infini, même quand il restera un quart de millionième de seconde pour arriver au Big Bang, ça sera encore infini. Et tout le monde sait que l'infini petit, le contraire du Big Bang, c'est l'infini petit, c'est-à-dire qu'on va décortiquer l'atome, après la particule, etc.
et le quark, les cordes, je ne sais quoi, des trucs de plus en plus petits, puis on va les casser encore plus. Mais en fait, c'est infini aussi, l'infiniment petit. Et donc, revenir au milieu, c'est revenir s'asseoir au milieu de cette infinité, quoi. Et tourner son regard vers l'intérieur, parce que on peut rentrer à l'infini à l'intérieur, à l'infini. Voilà. Donc méditer, c'est pas tourner des pensées dans la tête ou réciter des trucs ou penser. On peut le faire. On peut le faire, mais c'est pas ça. C'est juste être là. Juste, je ne saurais pas quoi dire. Juste être là, et respirer. Moi, j'adore respirer. Juste être là et suivre le fil du souffle. Et la respiration, c'est une pensée. C'est en fait toute énergie et toute fréquence contient en elle-même une information. Et donc l'air qu'on respire, c'est de l'information. Donc quand on inspire, on capte de l'information et de l'énergie aussi. Et quand on expire, on renvoie de l'information. Mais en général, quand on est en zazen, c'est pas une information compliquée, c'est une information d'énergie et d'amour. C'est abstrait, c'est pas une information. Tiens, aujourd'hui je vais aller au cinéma cet après-midi, puis je vais manger du popcorn. Voilà. D'autres questions sur la pratique, sur le dojo? Quelle transformation les pratiquants ils observent sur eux-mêmes? Ouais, alors ça j'en sais rien. Moi ça fait 45 mon maître m'a dit que si j'avais pas été son disciple, j'aurais été en prison. Mais je vois, c'est difficile puisque le fait qu'on a pratiqué, on a changé, donc qu'est-ce qu'on peut savoir ce qu'on serait devenu si on n'avait pas pratiqué? J'en sais rien. Moi je trouve que c'est quelque chose dont on n'a pas le droit de passer à côté, quoi, puisque c'est nous. Ça, avant le Bouddha, depuis très longtemps, on a même retrouvé en Europe des statues de mecs assis en zazen, dans des coins en Russie, dans le sud de la France, partout, des hommes préhistoriques. Donc cette posture, cette expérience, elle existe depuis des milliers d'années, bien avant le Bouddha. Et même dans les religions anciennes de l'Inde, qui ont 5000 ans, cette posture existait déjà. Dans le shivaïsme aussi, ça existait. Bref. Donc c'est un patrimoine de l'être humain. Et donc si on vit sans ça, moi je préfère vivre sans télé que vivre sans zazen. C'est génial. En plus ça donne beaucoup d'énergie, ça donne envie de faire... Ça vous prend combien de temps la journée? Disons entre 1 heure et 4 heures, personnellement, pour moi. Ouais, des fois je pratique pas. Il m'arrive que j'ai besoin de me reposer, je dors, j'y vais pas, j'ai pas le temps de le faire chez moi. Bon, je peux ne pas pratiquer. En fait, ce qui est marrant, alors là je vais vous répondre. Ce qui est marrant, c'est que quand vous pratiquez pas zazen, ça change rien. Vous êtes pareil. Je dis bah ouais, moi j'ai pas pratiqué depuis une semaine, je suis pareil. Et puis au bout d'une semaine, vous allez avoir le temps, vous vous asseyez, vous pratiquez, et là vous dites oh la vache, oh, qu'est-ce que c'est bien, j'avais oublié. Et vous, quand vous retrouvez zazen, vous avez l'impression ah, c'est merveilleux. Mais si vous pratiquez pas, ça change rien, vous êtes toujours le même. Dans les manuels, on dit qu'il faut le faire 20 minutes par jour au minimum. Au minimum? Oui. Bah vous faites ce que vous voulez. Il dit
Oui, pour les gens qui veulent pratiquer. Moi, quand j'avais 19 ans que j'ai commencé, j'ai lu le premier livre à mon maître, et puis j'étais touché. J'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je passerai plus une seule journée sans pratiquer. Et donc, je me suis mis à pratiquer tous les jours, même si j'étais tout seul. Bon, j'ai fait ça longtemps, et puis un beau jour, j'ai dit, bon, là, j'ai des tas de trucs à faire, voilà, je ne pratique pas aujourd'hui. J'aime bien arrêter un peu de temps en temps. Voilà, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Ah ouais, surtout que moi, je m'en vais. Bon, alors, merci d'être venu, et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. En tous les cas, vous êtes bienvenus ici. Tous les samedis, il y a des initiations, donc vous pouvez réviser les bases. Tous les samedis, vous venez à 10h15. À 10h15, vous pouvez en faire autant que vous voulez et venir pour réviser jusqu'à ce que vous sentiez envie de participer au zazen commun. Et le samedi, le zazen n'est pas trop difficile. Quand il y a des débutants, je ne fais pas trop long. Je respecte les gens au niveau où ils en sont. Et donc, venez le samedi si vous pouvez, si ça vous intéresse. Voilà. Merci à tous. Merci.